Salut tout le monde. Ce soir, nous allons explorer un monde étrange, pas si lointain, où une simple coupure au doigt pouvait devenir une affaire d'État, ou du moins une affaire de prêtre local et d'onguent douteux. Vous êtes au Moyen Âge. Il fait humide. Vous avez mal quelque part, probablement à la tête, ou au dos, ou peut-être à l'orgueil, parce que votre voisin vous a battu au lancer debout. Bref, vous ressentez une douleur, et pour une raison qui vous échappe, personne n'a pensé à inventer l'ibuprofène. Avant de vous mettre à l'aise, prenez un instant pour aimer la vidéo et vous abonner, mais seulement si vous appréciez vraiment ce que je fais ici. Et dites-moi dans les commentaires d'où vous écoutez et quelle heure il est chez vous. Maintenant, tamisez les lumières, allumez peut-être un ventilateur pour un léger bourdonnement de fond et commençons ensemble l'aventure de ce soir. Vous traînez les pieds dans un village boueux. Pas de lampadaire, juste des torches vacillantes et le son inquiétant des grenouilles qui préparent un concert improvisé. Votre orteil gauche vous lance une douleur sourde qui rappelle votre dernier faux pas dans le potager du Seigneur. Vous pensez, pas grave. Une nuit de sommeil et ça passera. Sauf que voilà. Nous ne sommes pas en 2025. Nous sommes en 1327. La douleur ne part pas. Elle s'invite, s'installe, demande du pain et refuse poliment l'idée de déménager. À cette époque, on ne connaît pas les nerfs, les bactéries, ni même vraiment la circulation sanguine. Le mal, c'est souvent un déséquilibre d'humeur. Pas d'humeur au sens « je suis grognon aujourd'hui ». Non. Les humeurs, c'est ce liquide imaginaire qui décide si vous allez vomir ou danser. Trop de bile noire, mélancolie. Trop de sang, fièvre. Trop d'eau, incontinence et tristesse. Une science exacte, manifestement. Le moindre bobo, la plus petite gêne, une écharde, un mal de tête, une douleur dentaire, tout ça pouvait être interprété comme un signe divin. Une punition peut-être, ou un avertissement. Les gens priaient, faisaient brûler des cierges ou juraient, en latin approximatif, que c'était le travail d'un elfe malicieux. Oui, un elfe. Ce n'est pas une blague. Les elf shots, ou flèches d'elfe, étaient censés causer les douleurs soudaines. Du moins dans les coins un peu brumeux des îles britanniques. Les historiens se disputent encore pour savoir si ces explications surnaturelles étaient prises au pied de la lettre par tout le monde, ou si c'était plutôt une façon pratique d'expliquer l'inexplicable. Vous, en tout cas, n'avez pas le temps pour le débat. Votre doigt enfle. Alors vous allez voir quelqu'un, pas un médecin. Il n'y en a pas vraiment. Les chirurgiens barbiers existent, certes, mais vous vivez trop loin de la ville. Vous allez donc voir la vieille Maude qui connaît les herbes, les champs et les limites légales du trépan. Elle vous examine à la lueur d'une bougie. Elle sent votre souffle, vous regarde dans les yeux, murmure quelque chose à propos de « lièvre dans la lune », puis elle frotte votre doigt avec une pâte brunâtre qui sent la bière rance et le chou cuit. C'est censé apaiser la douleur. Spoiler, ça ne marche pas. Mais elle vous raconte une histoire pendant qu'elle applique la mixture. Une histoire sur un homme qui a perdu un bras, mais gagné un pigeon de compagnie. Vous ne comprenez pas le lien, mais vous riez doucement, et pendant un instant, la douleur semble plus loin, moins mordante. Dans ces sociétés rurales, la douleur est une compagne familière. Elle n'est pas un accident temporaire. Elle fait partie du décor. Les gens vivent avec des maux de dents, des douleurs articulaires, des plaies mal refermées. On ne s'en plaint pas trop. On s'adapte, on boite, on s'appuie sur un bâton, on mâche lentement et on grogne doucement au coin du feu. Il existe un certain fatalisme, presque poétique. On parle de douleur envoyée d'en haut comme d'une lettre un peu salée du destin. Certains cherchent à l'expier en marchant pieds nus jusqu'à l'abbaye la plus proche. D'autres boivent de l'eau bénite bouillie avec des orties, ce qui, à défaut de guérir, aide au moins à se rappeler pourquoi on préfère le vin. À ce propos, le vin, la bière et d'autres formes d'alcool jouent un rôle non négligeable. Pas seulement pour le plaisir, pour anesthésier,
Vous vous souvenez de ce moment où vous aviez trop bu à la fête du solstice et que vous avez essayé de danser sur une botte de foin? Imaginez répéter l'opération chaque fois que vous avez mal aux dents. Les enfants aussi connaissent cette familiarité avec la douleur. Pas de sirop à la fraise, pas de pansement coloré. Une chute, un genou écorché. On souffle dessus, littéralement, parfois avec un petit psaume murmuré. L'amour parental, version médiévale. Et pourtant, malgré l'omniprésence de la souffrance physique, on observe une résilience étrange, presque admirable. Les gens travaillent, chantent, dansent. La douleur devient une note de fond, un grondement lointain. On fait avec. On rit malgré tout. Et parfois, on se moque des bobos des autres, gentiment, à la taverne, avec une chope dans une main et une autre douleur dans la poche. Il est possible, certains le pensent, que cette acceptation de la douleur ait permis aux communautés d'être plus solidaires. On partageait les onguents, les anecdotes, les prières. Une douleur racontée devenait une douleur partagée, et une douleur partagée restait douloureuse, certes, mais au moins on avait ri un peu en chemin. La nuit tombe pour de bon. Vous vous allongez sur une paillasse grattante. Votre doigt vous fait toujours mal, mais Maude vous a promis que demain, elle invoquera le souffle du saule. Vous ne savez pas ce que ça veut dire, mais vous décidez de lui faire confiance. Après tout, elle a sauvé le cochon du meunier l'an dernier. Votre esprit divague. Peut-être que cette douleur n'est pas un châtiment. Peut-être qu'elle vous rappelle simplement que vous êtes vivant, que vous avez touché une ronce en cueillant des mûres, que vous existez. C'est une pensée étrange, mais pas désagréable. Vous fermez les yeux. Vous êtes réveillé bien avant l'aube, par le chant obstiné d'un coq surexcité, probablement en train de régler un différend ancestral avec un hibou. Votre doigt, lui, n'a pas oublié d'être douloureux. Il vous le rappelle avec une insistance digne d'un percepteur de taxes en fin de mois. Alors vous vous levez, lentement, le dos grinçant comme une porte de grange. Direction la chaumière de Maude, encore. Mais cette fois, ce n'est pas pour du réconfort, c'est pour l'observer travailler, ou plutôt, bricoler. Car Maude n'est pas seule. Dans tous les villages, il y a des gens comme elle, guérisseurs, devins, femmes qui savent ou hommes à secret. Pas vraiment médecins, pas vraiment magiciens, mais quelque part entre les deux, avec une solide réputation et un stock d'objets dont l'origine est parfois incertaine. Une cuillère en os de lièvre, une dent humaine dans un sachet, un grimoire à moitié brûlé. La base, quoi. Vous vous asseyez sur une souche, silencieux. Elle prépare ses remèdes du jour. Un tas de plantes séchées s'étale devant elle, certaines reconnaissables, d'autres évoquant vaguement la salade oubliée au fond du garde-manger. Elle trie, écrase, murmure. Une pommade pour l'arthrite du forgeron, une infusion pour les règles douloureuses de la nièce du meunier et un onguent pour une piqûre de bête suspecte. Les outils qu'elle utilise sont simples, parfois inquiétants. Des ciseaux dont le métal est noirci, une pierre pour râper, une corne creuse servant de ventouse improvisée. Parfois, un couteau, mais jamais trop tranchant. Ce serait trop moderne. Les guérisseurs médiévaux étaient rarement formés officiellement. L'université? Très peu pour eux. Leur savoir se transmettait oralement, de génération en génération, entre recettes floues, observations empiriques et un soupçon de superstition bien placé. On note tout de même qu'une partie de leur savoir fonctionnait, parfois. L'Achillée millefeuille pour arrêter les saignements? Pas idiot. L'écorce de saule contre la fièvre? Vous venez de croiser l'ancêtre de l'aspirine. Mais on trouvait aussi, dans leur panoplie, des méthodes un peu plus folkloriques, comme le fait d'enrouler une mèche de cheveux du patient autour d'un scarabée vivant, puis de relâcher la bête dans un champ au lever du soleil. Théoriquement, la douleur s'en allait avec l'insecte. En pratique, vous vous retrouviez surtout à observer un scarabée très occupé, pendant que votre douleur vous lançait joyeusement. Les historiens se disputent encore
pour savoir si ces gestes relevèrent de la croyance sincère ou d'un théâtre rassurant. Certains pensent que les guérisseurs savaient pertinemment que le vrai pouvoir résidait dans la suggestion. D'autres suggèrent qu'ils croyaient eux-mêmes aux forces qu'ils manipulaient. La vérité se trouve sans doute quelque part entre les deux, probablement derrière ce buisson d'ortie. Il y avait aussi des remèdes liés à l'astrologie. Car oui, pour soigner une entorse, mieux valait savoir si la lune était en Vierge ou en Sagittaire. Vous riez doucement, mais avouez-le, même aujourd'hui, certains regardent leur horoscope avant de prendre une décision. Rien n'a vraiment changé, n'est-ce pas? Un jour, Maude vous demande de l'accompagner lors d'une visite. Une vieille dame du hameau voisin a un problème de genou. Vous y allez à pied, forcément, sur un chemin où chaque pierre semble conçue pour tester votre équilibre. En arrivant, vous découvrez une maison modeste, un peu de fumée s'échappant du toit de chaume et une dame assise sur un tabouret en bois, l'air aussi vieille que le tabouret lui-même. Maude l'ausculte avec délicatesse, lui parle doucement. Puis, elle sort un outil que vous n'avez jamais vu, une longue aiguille faite d'os polis. Avec celle-ci, elle perce discrètement une petite ampoule remplie de liquide, située sur le genou de la patiente. Pas de cri, juste un soupir. Puis, un cataplasme d'argile chaude et un morceau de toile bien serré. Vous êtes impressionné. Pas de miracle, pas de chanson magique. Juste un geste précis, appris avec le temps. Et, comme toujours, un peu de paroles réconfortantes. Ce qu'on appellerait aujourd'hui une relation thérapeutique, mais avec plus de bout. Le soir venu, vous repensez à tout cela. Ces femmes et ces hommes qui, sans livre, sans laboratoire, soignaient leurs semblables avec ce qu'ils avaient sous la main. Ils n'avaient pas la certitude scientifique, mais ils avaient la mémoire, la communauté, l'observation. Et parfois, ils faisaient des merveilles. Une anecdote vous revient. Un guérisseur connu dans une vallée reculée qui soignait les douleurs thoraciques en écrivant le nom du patient sur un œuf, avant de le faire rouler sous son lit pendant 3 nuits. Il jurait que cela fonctionnait. Ce qui est sûr, c'est que les gens revenaient avec des histoires de douleurs disparues et d'œufs cassés mystérieusement. Vous vous demandez ce qui a le plus compté, le remède ou le fait d'avoir été écouté. Ce matin, vous ne boitez plus, mais c'est peut-être parce que votre pied a décidé de s'engourdir complètement. Vous soupçonnez votre circulation sanguine de vous faire une petite grève médiévale, et c'est le moment idéal pour découvrir un autre pan fascinant de la médecine sans médecine, l'art de se vider de ses fluides volontairement pour aller mieux. Vous traversez le marché encore endormi, guidé par une odeur de poisson tiède et de pain presque cuit. Votre destination, la maison du barbier chirurgien, identifiable à la bassine rouillée suspendue à sa porte et, bien sûr, aux cris étouffés qui en émanent de temps en temps. Vous entrez. L'homme est en train d'affûter un instrument qui ressemble à une fourche miniature. Il vous accueille avec un sourire franchement trop enthousiaste pour quelqu'un qui va bientôt entailler votre veine. Il n'a pas fait d'études, bien sûr, mais il a été apprenti chez un maître réputé pour avoir raté seulement 2 amputations sur 10. Une légende locale. Là, posé sur son établi, repose l'objet de toutes les douleurs, le lancette. Un petit couteau conçu pour pratiquer les fameuses saignées, solution miracle à peu près tout ce qui clochait dans votre corps selon la théorie des humeurs. Vous êtes triste? Saignez. Vous avez chaud? Saignez. Vous rêvez trop souvent de votre voisine? Saignez avec un petit sermon en prime. L'idée était simple. Il faut équilibrer les humeurs et pour ça, il faut les faire sortir. Le sang étant la plus facile à attraper, devinez ce qui en prenait pour son grade. On ouvrait une veine, on remplissait une petite coupe, parfois avec fierté, parfois avec un malaise croissant, et on recousait ou bandait sommairement. Et vous, ce matin, vous n'y échappez pas. Vous êtes assis sur un tabouret. Le barbier vous pose une bassine entre les genoux et vous demande si vous préférez l'avant-bras ou derrière le genou. Vous riez. Il ne plaisante pas. Les historiens se disputent encore pour savoir à quel point ces pratiques étaient efficaces.
ou au moins inoffensives. Certaines saignées pouvaient soulager certaines congestions, mais dans d'autres cas, disons que ça accélérait la transition vers le calme éternel. Une fois l'incision faite, vous regardez le filet de sang couler avec une curiosité malsaine. Le barbier chantonne. Vous commencez à vous demander si c'est pour vous rassurer ou pour masquer le son de votre circulation qui fait ses adieux. Il vous applique ensuite une ventouse. Pas une moderne, bien sûr. Juste une petite cloche de verre chauffée au feu, puis placée sur votre peau pour y créer une succion. L'idée étant de faire remonter les mauvaises humeurs à la surface. Vous vous retrouvez avec des marques circulaires rouges qui font fureur aujourd'hui dans certains spas de luxe. Ensuite, une troisième étape, les sangsues. Oui, littéralement. Des petites créatures gluantes que l'on posait sur la peau et qui se nourrissaient de votre sang pendant que vous faisiez semblant d'apprécier l'expérience. C'était un traitement courant. Même les rois y passaient. Vous imaginez Louis IX, majestueux et perforé par un ver affamé. Il y avait toute une industrie autour de ces bêtes. On les collectait dans les marais, on les stockait dans des bocaux en argile et on les vendait aux barbiers ou aux riches clients qui les utilisaient comme des mini-médecins. On disait que les sangsues savaient où sucer, qu'elles choisissaient les zones malades. D'autres y voyaient surtout une mode. Une anecdote amusante circule dans les chroniques d'un monastère. Un moine, très dévoué à la pratique, aurait laissé une sangsue trop longtemps sur son front, dans l'espoir de soigner sa mélancolie. Le résultat fut une semaine entière de maux de tête et une réputation de vampire en herbe. Et pourtant, malgré le caractère franchement peu engageant de ces procédés, il rassurait, car dans un monde sans certitude, où les douleurs ne pouvaient pas être radiographiées ou analysées, il fallait faire quelque chose. Il fallait que le patient voie, sente, ressente qu'un soin avait eu lieu. La saignée remplissait cette fonction. La douleur de l'aiguille remplaçait celle de la tente. Après votre saignée, vous êtes prié de boire une infusion de camomille et de rester couché. Le barbier vous suggère aussi de ne pas trop penser, ce qui semble être un conseil de santé polyvalent au Moyen Âge. Vous sortez, un peu pâle, mais étrangement plus léger. Était-ce l'effet du traitement ou simplement le fait que vous venez de perdre un quart de litre de sang? Difficile à dire. Vous vous asseyez à l'ombre, écoutez les oiseaux et regardez le monde tourner lentement, comme si votre sang n'avait jamais eu autant d'importance. Et pendant ce moment suspendu, vous pensez à la noblesse de ces douleurs médiévales, à la façon dont les gens transformaient la souffrance en rituel, en geste transmis, en croyance. Vous repensez au scarabée de Maude, au chant du barbier, à la douceur des ventouses sur votre peau meurtrie. Ce n'est pas rationnel, ce n'est pas stérile, mais c'est profondément humain. Il y a des jours où vous avez mal sans raison précise. Vous vous levez, vous respirez, et paf, votre épaule décide de faire une crise existentielle. Et dans le Moyen Âge, ce genre de douleur un peu vague n'est pas pris à la légère. Parce que la cause n'est pas nécessairement physique, elle pourrait être spirituelle, ou morale, ou cosmique. Rien que ça. Vous vous retrouvez, par une de ces matinées brumeuses, assis dans l'église du village, entouré d'odeurs de cire et de laine humide. Vous êtes là parce que vous avez mal au dos, et quelqu'un a insinué que ça pourrait être un péché. Oui, au Moyen Âge, on ne plaisante pas avec la douleur mystérieuse. Si ce n'est pas une blessure visible, alors c'est sûrement le signe que vous avez contrarié quelqu'un, peut-être Dieu, peut-être un saint local, peut-être votre voisin, Gérald, qui vous jalouse votre poule borgne. Les prêtres ont leur mot à dire dans la gestion de la douleur. Ils ne prescrivent pas de médicaments, non, mais ils proposent d'autres traitements. Confession, jeûne, prière, abstinence. Parfois, une flagellation légère pour les plus zélés. Pas besoin de sang, juste assez pour réveiller la conscience. Ce n'est pas douloureux pour le corps, mais disons que votre amour-propre en prend un coup. Les historiens se disputent encore pour savoir si ces gestes étaient vus comme réellement thérapeutiques
ou s'ils étaient davantage des rituels de purification. Après tout, si on croit que la douleur vient du péché, alors c'est en nettoyant son âme qu'on soigne le corps. Une idée étrange, mais étrangement cohérente à l'époque. Il existe même des formulaires pour cela. Des prières de guérison spécifiques avec des formulations adaptées à votre mal. Douleur au rein, migraine persistante, tristesse chronique. On récite le tout 3 fois par jour, de préférence à genoux, en direction de l'autel, le regard tourné vers une statue de Saint Séraphin, spécialiste des douleurs abdominales, selon les anciens du village. Mais parfois, la souffrance est si diffuse, si profondément ancrée, qu'on ne sait plus quoi confesser. Et c'est là qu'intervient le grand outil psychomédical de l'époque, le pèlerinage. Oui, vous marchez, loin, pieds nus si possible, vers un lieu où un saint a fait quelque chose de vaguement impressionnant il y a quelques siècles. Vous dormez à la belle étoile, vous partagez votre pain sec avec d'autres pénitents et vous espérez qu'à la fin du chemin, votre douleur sera partie. Ou qu'au moins, vous aurez de nouvelles douleurs pour distraire la première. Il y a un sanctuaire, à 2 jours de marche, dédié à Sainte Berthe, réputé pour guérir les douleurs inexplicables, c'est-à-dire toutes celles que personne ne comprend, ce qui fait une liste longue comme un hiver normand. On dit qu'elle a été martyrisée en se mordant la langue pour ne pas hurler. Charmant. Vous y allez, évidemment. Vous suivez les balises, bouts de tissu accrochés aux arbres, petits cairns de pierre et parfois des dessins grossiers représentant des corps humains avec des croix rouges sur les zones douloureuses. Une sorte de GPS médiéval, version emoji. Sur la route, vous rencontrez d'autres pèlerins. L'un boite, l'autre a les yeux rougis, un troisième se plaint d'avoir perdu l'odorat. Vous vous saluez avec un hochement de tête entendu sans avoir besoin de mots. La douleur crée une fraternité silencieuse. En arrivant, vous découvrez un petit bâtiment en pierre, un autel simple et une file de gens qui attendent qu'on leur impose les mains. Un moine dodu, avec un sourire doux, vous accueille. Il vous demande ce que vous ressentez. Vous répondez « un poids dans le dos ». Il hoche la tête. Il a déjà entendu ça. Il murmure une prière, trace une croix sur vos omoplates avec de l'eau bénite et vous offre un morceau de tissu censé avoir touché la relique du saint. Vous repartez un peu sceptique, mais étrangement soulagé. Peut-être que c'est l'acte lui-même, le fait de s'être déplacé, d'avoir été pris au sérieux, d'avoir reçu quelque chose. Le soin sans soin, une douceur médiévale. De retour au village, vous remarquez un détail amusant. Les anciens associent souvent certains types de douleurs à des attitudes corporelles. Avoir mal à la nuque? Peut-être avez-vous tourné le dos à une promesse. Avoir mal aux genoux? Peut-être ne vous êtes-vous pas suffisamment agenouillé devant Dieu. Une cartographie symbolique du corps qui ferait frissonner un kiné moderne. Et si vous n'aimez pas ces explications, il reste toujours les malédictions. Ah oui, n'oublions pas celle-là. Les malédictions, c'est l'autre grand responsable des douleurs inexpliquées. Si vous êtes un peu impopulaire ou que vous avez volé des œufs à la mauvaise grand-mère, attendez-vous à ressentir des lancements étranges dans les reins. On ne rigole pas avec les vieilles femmes et leurs dons secrets. Un éternuement suspect peut ruiner votre semaine. Pour vous protéger, on vous conseille de porter une amulette, une dent de loup, une corde bénie, un petit caillou percé trouvé près d'un ruisseau à la Saint-Glinglin. Ce n'est pas garanti, mais ça aide à se sentir moins seul. Et parfois, ça marche. Parce que la douleur, comme la peur, se nourrit de silence. Et que tout ce qui permet de nommer, de canaliser, de ritualiser, devient une forme de soin. Ce soir, vous êtes allongé sur votre paillasse. Votre dos fait toujours des siennes, mais dans votre main, vous tenez ce bout de tissu touché par Sainte Berthe. Il ne sent pas très bon, mais il est rassurant. Vous murmurez une prière apprise en chemin et vous sentez que, même si le mal persiste, il semble un peu moins seul. Le soleil est à peine levé que vous entendez un cri dans la cour du forgeron.
Un garçonnet pleure, à chaudes larmes, brandissant une main enflée. On dit qu'il s'est fait piquer par quelque chose, peut-être une abeille, peut-être une de ces créatures que les anciens appellent les vautres de muraille, un nom qui inspire immédiatement confiance. Vous vous approchez, par curiosité, et assistez à une scène des plus médiévales. La mère du garçon souffle doucement sur la piqûre, puis lui frotte la main avec de la bouse de vache séchée. Oui, littéralement. Elle dit que c'est un contrepoison très efficace. Le garçon n'a pas l'air convaincu. Vous non plus, mais il arrête de pleurer. Les piqûres, morsures et autres blessures vives faisaient partie du quotidien, surtout pour ceux qui vivaient à proximité d'animaux, de haies ou de voisins mal lunés. Et sans médecine moderne, on faisait avec les moyens du bord. On appliquait, par exemple, une pâte d'ail et de miel sur les plaies, ce qui, étonnamment, n'est pas complètement idiot. L'ail est antiseptique, le miel aussi. Mais encore faut-il savoir doser, et ne pas le confondre avec une marinade pour le dîner. Les morsures d'animaux, en revanche, posaient un autre type de problème. Non seulement elles faisaient mal, mais elles faisaient peur. On redoutait surtout la morsure du loup, symbole de bestialité, de rage, voire de punition divine. Mais la plupart du temps, les mordus étaient victimes de chiens, de cochons, voire de volailles décidément trop territoriales. Un remède populaire consistait à appliquer sur la plaie un mélange de graisse animale et de cendre. L'idée était de purifier et de faire sortir le venin. On y ajoutait parfois des herbes chauffées au feu du matin, ramassées avant le chant du coq. Parce qu'évidemment, la plante cueillie après ce moment précis perdait toute efficacité. Une règle botanique que la science moderne a, étonnamment, négligé d'étudier. Vous entendez parler d'une histoire locale. Un homme mordu par un renard avait été enterré jusqu'à la taille, dans un champ de navets pendant 3 jours. Non pour le punir, mais pour que la terre absorbe la maladie. Il aurait guéri, ou s'est-il simplement endormi d'ennui sous la pluie? Difficile à dire. Les historiens se disputent encore pour savoir si ces pratiques relevaient d'un symbolisme agricole ou d'un instinct empirique, ou d'un goût certain pour l'humiliation boueuse. Et puis, il y avait les morsures plus humaines. Un coup de dent au détour d'une bagarre de taverne ou d'un débat animé sur la meilleure cuisson des fèves. Là, c'était plus délicat. On ne savait pas trop quoi faire. Certains disaient de frotter la plaie avec une hostie bénie. D'autres optaient pour un bain de vin chaud. Dans le doute, on faisait les deux. Santé. Il existait aussi des traitements ésotériques, une morsure de serpent. On la soignait en traçant un cercle autour de la plaie avec une dague trempée dans du lait. On récitait ensuite un verset, souvent modifié selon la région. À la fin, on offrait parfois un morceau de pain à l'animal, en signe de réconciliation cosmique. Vous souriez, la diplomatie interespèce, version médiévale. Et si la piqûre venait d'un insecte inconnu, le traitement devenait carrément poétique. On chantait une mélodie spéciale appelée « La complainte des dards », pendant qu'un aîné frappait doucement la zone affectée avec une plume d'oie. Le rythme était important. Si la chanson était trop rapide, le venin se vexait. Oui, c'est ce qu'on disait. Une anecdote célèbre rapporte qu'un homme atteint de fièvre après une piqûre de guêpe fut placé dans une cave sombre, recouvert de feuilles de choux crus, et bercé pendant 3 jours par un crieur public local. Non pas pour le soigner, mais parce que sa famille pensait que le mal détestait les voix nasillardes. Une méthode qui n'a pas encore été testée en double aveugle. Vous réalisez que toutes ces pratiques ont un point commun. Elles cherchent à rendre visible l'invisible. À dompter, par des gestes concrets, des douleurs qui échappent à l'entendement. Elles transforment une simple piqûre en aventure, une morsure en rituel, une inflammation en histoire. Et cela, parfois, fonctionne, non pas parce que le poison est vraiment extrait par un poème chanté à l'envers, mais parce que le corps et l'esprit trouvent une forme de cohérence, un apaisement.
Et puis, au pire, on a bien rigolé en route. Aujourd'hui, vous vous sentez plus observateur que patient. Vous regardez ces soins étranges se dérouler autour de vous, et vous voyez quelque chose d'émouvant. Une attention réelle, une volonté d'agir, même sans comprendre. Le soin comme relation, comme théâtre du mieux-être. Le garçon, à la main enflée, revient jouer l'après-midi même. Il court dans la cour, un peu raide mais souriant. Vous lui demandez si ça fait encore mal. Il hausse les épaules et répond « Maman dit que c'est parti dans la bouse. » Et peut-être que, pour lui, c'est vrai. Vous traversez la place du village, quand soudain, un fracas résonne. Une charrette vient de se renverser dans un bruit de tonneaux brisés. Les chevaux hennissent, les poules s'enfuient, et au milieu du désordre, un homme gémit au sol. Sa jambe est tordue dans un angle que même les érudits du coin qualifieraient de peu naturel. Vous accourez, comme tout le monde. Les villageois l'entourent, murmurant des prières ou des recommandations toutes plus contradictoires les unes que les autres. « Il faut lui faire boire du vinaigre », crie l'un. « Non, il faut poser du saindoux et chanter un psaume », répond un autre. Vous restez silencieux, concentré sur le tibia en S majuscule qui dépasse de sa chaussure. Les fractures, entorses, luxations et autres réjouissances articulaires étaient monnaie courante au Moyen Âge. Et sans médecin formé, sans radio, sans plâtre, on improvisait. On appelait souvent un menuisier ou un forgeron pour prêter main forte. Pas pour scier la jambe, enfin pas tout de suite, mais pour fournir des planches, des bandes et un solide sens de l'alignement. Le blessé est transporté jusqu'à une étable où on l'étend sur une couche de foin frais. Une femme âgée, experte autoproclamée en remise des os, arrive avec une bouteille de vin, 3 planchettes taillées et un air de concentration qui ne tolère pas les interruptions. Elle palpe la jambe, la tire doucement, puis d'un coup sec, remet ce qu'elle peut dans un bruit mou qui vous fait grimacer. Le patient, heureusement, avait vidé la bouteille avant. Le reste est simple, on pose les planchettes de chaque côté du membre, on serre avec des bandes de lin, puis on recommande de ne pas bouger pendant longtemps. Les historiens se disputent encore pour savoir si ces remises manuelles étaient efficaces ou simplement moins pires que de laisser faire la nature. Ce qui est sûr, c'est que les gens s'en sortaient souvent avec des jambes un peu plus courtes, des bras un peu tordus, mais une ténacité admirable. Le vrai défi, c'était la douleur. Une fracture maltraitée, c'est une douleur constante, sourde, qui s'aggrave au moindre mouvement. Et comme les analgésiques puissants n'existaient pas, il fallait trouver des alternatives. Le vin était l'option numéro 1. On en buvait, on en appliquait sur la peau, on en faisait des cataplasmes mélangés à du laurier ou du fenugrec. Le résultat? Vous étiez trop ivre pour vous plaindre, ce qui était sans doute l'objectif principal. Une autre méthode consistait à chauffer de petites pierres et à les placer autour du membre fracturé comme une barrière de chaleur censée retenir le mal. Dans certaines régions, on utilisait même des coquillages. C'est élégant, certes, mais un peu glissant. Un homme du village, connu pour sa clavicule qui pointe vers le ciel comme un vieux clocher, vous confie qu'il a été soigné par un berger. Ce dernier avait immobilisé son épaule avec une bande de cuir trempée dans du lait caillé, puis fixé au mur à l'aide de clous. Comme ça, j'étais sûr de ne pas bouger, dit-il en souriant. Vous ne savez pas s'il plaisante. Il y a aussi cette anecdote qu'on vous raconte au coin du feu. Une femme tombée d'un pommier avait été redressée par un guérisseur qui, faute de bois, avait utilisé 2 arêtes de baleine pour atteler sa jambe. Elle a boité toute sa vie, mais sa jambe est restée droite comme un mât de navire. Vous réalisez que dans ce monde, la médecine des membres cassés repose sur 2 piliers, la créativité et la résignation. On n'attend pas la perfection. On veut simplement éviter que le patient hurle à chaque pas.
Et quand rien ne marche, eh bien, on coupe. Mais rassurez-vous, les amputations ne sont pas si fréquentes. Elles sont dangereuses, souvent fatales. Mais elles existent, notamment sur les champs de bataille, où il faut agir vite. On attache un garrot, on tranche, on cautérise à vif avec un fer rouge. Vous frissonnez rien que d'y penser. Heureusement, dans le village, on privilégie la patience et les prières. Les enfants, eux, s'en sortent souvent mieux. Leur ossature souple, leur capacité de récupération et leur tendance à rebondir comme des chatons contribuent à des guérisons parfois miraculeuses. Une fillette à qui vous parlez affirme s'être cassé le poignet en tombant d'un tonneau et avoir été soignée avec de la boue et une chanson de son grand-père. Elle bouge son poignet dans tous les sens pour vous le prouver. Vous restez poli, mais sceptique. Ce soir-là, vous repensez à tous ses membres rafistolés, ses genoux bandés, ses épaules coincées. Vous imaginez le courage qu'il fallait pour continuer à labourer, à pêcher, à grimper, malgré un bras en écharpe ou une cheville douloureuse. Il n'y avait pas de kinésithérapeute, pas de béquilles réglables, mais il y avait les voisins qui portaient l'eau, les enfants qui ramassaient le bois, et les bancs devant les maisons où l'on pouvait s'asseoir pour laisser le mal couler vers la terre. Aujourd'hui, vous suivez Aude, la sage-femme du village. Elle marche vite, une corbeille sous le bras, remplie de linge, d'herbes séchées et d'un petit couteau qu'elle cache sous un pan de sa cape. Une jeune femme est en travail et votre apprentissage de la douleur médiévale passe par là. Comprendre comment les femmes souffraient et comment on les écoutait à peine. La douleur féminine, dans ce monde, est un sujet à part. Une fatalité qu'on ne questionne pas vraiment. Elle fait partie de la condition, comme le tricot ou le silence en public. Les femmes ont mal souvent, longtemps, intensément, et personne ne semble particulièrement pressé d'y remédier. Vous entrez dans la chaumière. La future mère est allongée sur un lit de paille renforcé. Elle transpire, gémit, griffe parfois le mur. Personne ne s'en étonne. Aude s'approche, pose une main sur son front et commence à sortir ses instruments. Pas d'anesthésie, pas de médecin, juste de l'expérience, des chants murmurés et un regard résolu. Les règles, les grossesses, les accouchements, les fausses couches, les douleurs chroniques liées à l'utérus ou au sein, tout cela était considéré comme normal pour les femmes. On ne cherchait pas à soulager, on attendait que ça passe ou que ça tue, dans le pire des cas. C'est brutal, mais c'est la vérité. Les seules aides disponibles, ce sont les femmes entre elles. Les sages-femmes, les tantes, les voisines. Elles se transmettent des recettes, des gestes, des superstitions. Certaines plantes sont censées apaiser les crampes. L'armoise, la menthe, la camomille. D'autres servent à déclencher les règles ou à les faire disparaître discrètement quand le ventre s'arrondit sans mari. Les historiens se disputent encore pour savoir dans quelle mesure ces soins étaient clandestins ou tolérés. Ce qui est certain, c'est que les femmes agissaient entre elles, dans un réseau parallèle à la médecine officielle, dominé par les hommes et souvent fermé à la douleur qu'on disait naturelle. Revenons à l'accouchement. La jeune femme hurle. Aude lui donne à mordre un morceau de bois, puis frictionne son ventre avec de l'huile tiède. On raconte que certaines accouchées étaient suspendues par les bras ou faisaient des squats appuyés sur leur voisine pour accélérer le travail. Ici, on préfère la position allongée, plus facile à gérer pour la sage-femme. Le bébé arrive, dans un cri, dans un flot de fluide que personne ne semble trouver inquiétant. Aude coupe le cordon avec sa lame, attache un fil de lin autour du nombril et murmure une prière à Sainte Marguerite, patronne des accouchés. Puis elle enveloppe l'enfant, l'embrasse sur le front et le dépose sur la poitrine de la mère, qui pleure doucement, peut-être de soulagement, peut-être de peur. Vous êtes bouleversé et un peu admiratif, mais tout ne se passe pas toujours bien. Quand le travail dure trop, quand le bébé ne vient pas, quand la fièvre monte après l'accouchement,
Les chances de survie diminuent, et là, le village prie. Il n'y a pas grand-chose d'autre à faire. Pour les douleurs menstruelles, les solutions sont plus variées, mais rarement efficaces. Certaines femmes s'attachent des pierres chaudes sur le ventre. D'autres boivent des décoctions à base de cendres et de lait de chèvre. Parfois, on recommande de dormir avec une grenouille vivante dans un sac sous l'oreiller. Pour équilibrer les humeurs, bien sûr. Une anecdote évoque une femme noble qui, à chaque cycle, s'enfermait dans une pièce tapissée de tissu bleu, parfumée à la lavande et au vinaigre. Elle y restait 3 jours, entourée de musiciens et d'un chat blanc. Était-ce un traitement ou une mode excentrique? Les chroniqueurs hésitent encore. La douleur liée au sein, engorgement, abcès, douleur d'allaitement, était traitée avec des cataplasmes de feuilles de chou, de la graisse de porc ou des massages circulaires avec une pierre semi-précieuse. L'idée étant que la pierre absorbait la douleur. Vous soupçonnez surtout qu'elle distrayait un peu, mais ce qui vous frappe le plus, c'est l'endurance. Les femmes continuent à moudre, à porter, à nourrir, même dans la douleur. Il n'y a pas de pause, pas d'exception, seulement des silences partagés, des regards lourds de compréhension et parfois un éclat de rire au mauvais moment pour alléger l'ambiance. Ce soir, vous êtes assis près du feu. Aude vous raconte une histoire, celle d'une accoucheuse qui utilisait un chant spécifique, toujours le même, pour toutes ses patientes. On disait que la chanson endormait la douleur ou qu'elle hypnotisait les nerfs. Un jour, elle a essayé de l'utiliser sur elle-même pour soulager ses rhumatismes. Elle s'est endormie pour de bon, littéralement. Une mort douce, disent les anciens. Vous regardez les braises, vous pensez à toutes ces douleurs tues, traversées, partagées. Vous vous demandez combien de fois les femmes ont crié en silence et combien de fois elles se sont contentées d'un sourire. La douleur, chez elles, n'est pas seulement physique, elle est codée. Et pourtant, elle est soignée quand elle l'est, avec des gestes tendres, des savoirs anciens et une résilience qui force le respect. C'est un jour calme au village. Enfin presque. Un silence pesant règne dans la maisonnette du vieux Martin, interrompu par des grognements, des soupirs et un bruit sourd de grattement. Vous y entrez par curiosité et vous êtes immédiatement saisi par une odeur qui ressemble à un mélange de fromage rance et de ferraille. Martin est assis dans l'ombre, tenant sa joue avec une intensité dramatique. Il a mal aux dents. La douleur dentaire au Moyen Âge, c'est l'assurance d'un enfer sur terre. Pas de dentifrice, pas de fil dentaire, pas de chirurgien dentiste moderne avec un fauteuil qui s'incline et une musique d'ambiance pour vous détendre. Non, ici, la dent malade est un tyran capricieux et votre bouche, un champ de bataille sans merci. Martin vous regarde avec des yeux suppliants. Il a déjà essayé tout ce qu'il pouvait. Un cataplasme de racines d'angélique, un bain de bouche au vinaigre de vin et même une prière adressée à Sainte Apolline, la sainte patronne des douleurs dentaires, qui, selon la légende, s'est fait arracher toutes les dents avant d'être brûlée vive. Charmante histoire du soir. Vous lui proposez d'aller voir le forgeron. Pas pour lui faire un fer sur mesure, non. Mais parce que, dans de nombreux villages, le forgeron faisait aussi office d'arracheur de dents. Il avait les pinces, la force et une tolérance générale à la plainte humaine. Le genre d'homme à qui on confie ses douleurs et un petit pot de vin en remerciement anticipé. Sur le chemin, Martin vous raconte qu'il a une dent qui bourdonne, comme si un insecte y vivait. C'est une façon de dire que le nerf est probablement infecté. Mais à l'époque, on préfère des explications plus imagées. On parle parfois de vers dans les dents, de feu froid ou de colère de mâchoire. Toutes les douleurs ont un nom et souvent une personnalité propre. Arrivé chez le forgeron, l'homme en question essuie ses mains sur son tablier noirci. Il hoche la tête en voyant Martin. Il connaît ce genre de cas. Il va falloir extraire. L'opération est rapide, brutale, presque cérémonielle. Martin est assis sur une bûche. On lui fait boire un peu d'alcool fort, on lui cale la tête contre un mur
Puis le forgeron insère une pince massive dans sa bouche. Un craquement, un cri étouffé, une dent ensanglantée jetée dans un seau, et c'est terminé. Martin halète, puis éclate de rire, le genre nerveux, comme un homme qui vient de survivre à une tempête avec son pantalon intact. Les historiens se disputent encore pour savoir si ces extractions étaient parfois plus dangereuses que les infections elles-mêmes. Il faut dire que l'hygiène était variable. On utilisait parfois des pinces à feu ou des instruments qu'on passait rapidement sous la flamme, ce qui, dans l'esprit médiéval, équivalait à une stérilisation. Mais l'extraction n'était pas le seul remède. Beaucoup préférèrent les traitements dits conservateurs. On appliquait du miel, on mâchait des clous de girofle, encore populaires aujourd'hui, ou on massait la gencive avec de la sauge. Certains enfouissaient même un morceau de plomb sous le seuil de leur porte, en murmurant « Que la douleur me quitte comme ce métal s'endort ». Une anecdote vous revient. Dans un village côtier, une femme aurait soigné sa rage de dents en tenant un poisson mort dans sa bouche pendant 1 heure, face à la mer. On dit qu'elle est devenue sourde de l'oreille gauche, mais qu'elle n'a plus jamais eu mal aux dents. Sacrifice utile ou hasard marin? Difficile à trancher. Et puis, il y a les superstitions autour de la perte des dents. Une molaire tombée naturellement devait être enterrée dans un croisement de chemin, à l'aube, pour éviter que le vide dans la bouche n'appelle le vide dans l'âme. On prenait ces choses au sérieux. Les enfants n'étaient pas épargnés. Pas de petites souris médiévales qui vous échangent votre dent contre une pièce brillante. Non. On enterrait leurs dents sous les pierres de l'âtre, ou on les brûlait pour éviter que les chiens les trouvent et ne prennent possession du cri de l'enfant. Oui, vous avez bien lu. Une belle ambiance. La mauvaise haleine, d'ailleurs, était un indice. Une odeur trop forte était le signe que quelque chose pourrissait de l'intérieur. On tentait alors des cures de jeûne ou on suçait des morceaux de bois parfumé. Certains faisaient bénir leur langue. D'autres évitaient simplement de parler. Ce qui, admettons-le, pouvait être une solution élégante. Ce soir, Martin vous invite à dîner. Il ne mange que de la bouillie, certes, mais il sourit. Un sourire un peu bancal, avec une dent en moins. Il dit qu'il dort mieux, que le silence dans sa bouche est agréable. Et il vous montre sa dent, désormais nettoyée, enfilée sur une ficelle. Un porte-bonheur, dit-il. Une preuve de survie. Vous la regardez. Elle est tordue, tachée, minuscule. Mais elle raconte une histoire, celle d'un homme, d'une douleur, d'une époque où souffrir était une partie banale de l'existence et où chaque soulagement, même arraché à coups de pince, était un miracle. Vous êtes allongé dans l'herbe, à l'écart du village, quand un groupe de jeunes garçons passe en courant, armés de bâtons taillés et d'armures en écorce d'arbre. On joue au chevalier, crie l'un d'eux en vous effleurant le pied avec une ferveur tout à fait inoffensive. Vous les observez, attendris, puis légèrement inquiets. Parce que vous savez ce que cela signifie. Quelqu'un finira blessé avant le coucher du soleil. Et dans un vrai champ de bataille, la suite serait bien moins amusante. La douleur liée à la guerre, c'est une catégorie à part. Bien plus spectaculaire que les douleurs du quotidien, elle est aussi bien plus difficile à gérer, surtout sans anesthésie, ni pansement stérile, ni antibiotiques. Les soldats, les mercenaires, les chevaliers enduraient des choses que votre ostéopathe actuel refuserait d'imaginer sans prendre un congé sabbatique. Vous arrivez justement au campement du seigneur local. Des hommes reviennent d'un affrontement mineur, une escarmouche de territoire ou un différend féodal mal négocié. L'un d'eux a une entaille à la cuisse, un autre une flèche brisée dans l'épaule. Le troisième, étonnamment intact, porte un pot d'onguent et un air blasé. Les premiers soins sont rudimentaires. On nettoie les plaies avec de l'eau, parfois de l'eau de vie, parfois du vin. On retire les éclats avec une pince, quand on en trouve. Ensuite, on applique ce qu'on a. Graisse animale,
herbe hachée, miel. Ou, plus simplement, un linge chaud et des prières. La douleur n'est pas seulement tolérée, elle est attendue. Elle fait partie du contrat du soldat. Un homme hurle pendant qu'un écuyer recoue sa peau avec du fil de lin, sans autre anesthésie qu'un morceau de cuir à mordre. Il ne se plaint pas vraiment. Il parle d'autre chose. Le goût de la soupe d'hier soir, la fille qu'il a laissée dans un village, l'odeur des boucliers mouillés. Comme si détourner son attention était une forme de médecine. Les historiens se disputent encore sur l'efficacité des remèdes utilisés sur les champs de bataille. Certains manuscrits mentionnent des onguents à base de graisse humaine ou de cendres de cadavres, censés calmer le feu intérieur. Autant dire que le marketing de l'époque était audacieux. Il y avait aussi des pratiques très spécifiques, comme le baume de l'arme. Plutôt que de soigner la blessure elle-même, on soignait l'arme qui avait blessé. Une forme de magie sympathique. On nettoyait la lame, on récitait des formules, on la trempait dans une décoction, et la blessure du soldat était censée guérir par correspondance. Moins fatigant et probablement aussi efficace que le reste. Une anecdote vous revient. Un chevalier blessé au bras aurait refusé tout traitement pendant des jours, jusqu'à ce qu'une vieille dame du village lui propose un remède secret. Elle a simplement caressé sa plaie en murmurant une chanson. Le chevalier, touché par la douceur inattendue, déclara le lendemain qu'il allait mieux. Il a épousé la fille de la vieille. Le pouvoir de la suggestion ou celui du besoin désespéré d'un peu de tendresse. Dans les cas graves, membres écrasés, os brisés, on tentait parfois l'amputation. Une opération que personne n'enviait, pas même le chirurgien. On chauffait un fer, on coupait net avec une hache ou une scie, puis on cautérisait à vif. On utilisait de l'alcool, oui, mais surtout pour faire oublier ce qu'on venait de vivre. Les survivants racontaient souvent ces moments comme des visions floues, accompagnées d'hallucinations et de cris étouffés. Et pourtant, certains s'en sortaient. Ils continuaient à combattre, boitillants, manchots, marqués. Les cicatrices devenaient des médailles, les douleurs chroniques, une sorte de compagnon de route. On apprenait à vivre avec une épaule qui craque, un genou qui se bloque, ou une hanche qui hurle par temps de pluie. Les vétérans, au village, sont respectés, mais aussi redoutés, parce qu'ils portent en eux une mémoire douloureuse, une lucidité dure. L'un d'eux vous confie que sa hanche lui fait mal chaque fois qu'il entend une cloche. Vous ne demandez pas pourquoi. Le soir, autour du feu, les hommes blessés chantent. Oui, chantent. Ce ne sont pas des mélodies joyeuses, mais des chants longs, lents, à la fois plaintifs et beaux. Ils évoquent des frères tombés, des amours perdus, des paysages traversés dans le froid. On dit que ces chants apaisent la douleur. Vous y croyez. Vous ressentez quelque chose. Et quand le silence revient, il n'est pas vide. Il est lourd de ces corps meurtris, de ces esprits qui tiennent bon, de ces douleurs qui ne partiront jamais complètement, mais qui peuvent, pour un temps, être mises en sourdine par une voix grave, un bras autour des épaules, ou une étoile qui brille plus fort que les autres. Vous vous couchez ce soir-là avec une pensée étrange. La douleur de guerre est brutale, oui, mais elle unit, elle enseigne, et parfois, elle chante. Ce matin, vous vous réveillez au son d'un cochon enthousiaste qui a découvert le pot de navets fermenté derrière la taverne. Enfilez vos sabots, attrapez votre cape râpée. Aujourd'hui, vous allez suivre les pas d'un personnage discret mais essentiel dans l'univers médiéval, le paysan débrouillard. Car tout le monde n'a pas accès à une guérisseuse, à un forgeron arracheur de dents ou à un seigneur avec un baume au safran. La majorité des gens, les vrais héros de cette époque, vivent loin des centres, dans des huttes simples, avec une trousse médicale improvisée, faite de ficelles, de racines et d'obstination. Vous suivez Jehan, un laboureur qui a mal au dos depuis qu'il a voulu soulever un veau récalcitrant. Il ne se plaint pas, il rigole même. Il dit que c'est l'âne dans son dos qui l'attaque la nuit.
une manière élégante de dire qu'il a une hernie. Plutôt que de voir quelqu'un, il se soigne lui-même à sa façon. Il vous montre sa routine. Chaque matin, il applique un cataplasme chaud de son et de vinaigre sur ses lombaires, puis il attache une large ceinture faite de poils de chèvre qu'il croit magnétique. Il jure que ça l'aide. Vous ne savez pas si c'est l'effet du vinaigre ou la foi dans le pouvoir capillaire de la chèvre, mais ça semble lui suffire. Les autosoins, au Moyen Âge, relèvent autant de la médecine que de l'artisanat. Tout se recycle. Les épluchures d'oignons deviennent remèdes contre les cors aux pieds, les coquilles d'œufs sont broyées pour apaiser les brûlures, et les toiles d'araignée, oui, vous avez bien lu, sont utilisées pour colmater les coupures. Cela semble absurde, et pourtant, la soie d'araignée contient une forme naturelle d'antiseptique. Qui l'eût cru? Les historiens se disputent encore pour savoir si ces pratiques étaient apprises oralement ou expérimentées à l'instinct. Certains pensent que les paysans avaient une connaissance empirique très fine de leur environnement, une sorte de pharmacopée instinctive. D'autres y voient surtout une accumulation d'habitudes superstitieuses. La vérité, comme souvent, est sans doute un peu des deux. Jehanne vous montre aussi son livre de douleur, un petit carnet de feuillets enroulés dans du cuir, où sont notées des recettes de grand-mère et des prières médicales. C'est illisible, mal orthographié et profondément touchant. Il y a des formules comme « Pour le genou qui coule, cuire une anguille, puis marcher 3 fois autour du puits ». Simple, poétique et probablement inefficace. Mais il sourit en le lisant. Et ça, déjà, c'est thérapeutique. Une anecdote de Jehanne. Un jour, il s'est coincé un doigt dans un attelage. Gonflé, rouge, douloureux. Il n'a pas crié. Il a simplement planté son doigt dans un pot de terre encore tiède, puis l'a enterré dans son jardin. 3 jours plus tard, il jure que la douleur est partie. Coïncidence ou magie potagère? Vous hésitez? Il vous montre aussi son coussin de rêve, un petit oreiller rempli de fleurs séchées, lavande, armoise, thym sauvage. Il dit que dormir dessus éloigne les migraines. Vous essayez. Ce n'est pas désagréable. Ça sent la cuisine et les souvenirs. Les enfants, eux, apprennent très tôt à se soigner. Une écharde, on l'enflamme avec une bougie, très rapide, très douloureux, très efficace. Une toux, on mâche des graines de fenouil ou on boit de l'eau chaude avec du miel si on a de la chance. Et pour les boutons, on les touche avec la patte arrière d'un crapaud, volé discrètement au bord de l'étang. Ne posez pas de questions. Une femme du hameau voisin fabrique des savons à base de graisse de canard et de cendre qu'elle vend comme traitement pour l'eczéma et les mauvais esprits. Elle prétend qu'il faut se laver 3 fois avec pendant la lune décroissante, en chantant un vieux chant picard. Là encore, vous doutez. Mais les gens reviennent et ils se sentent mieux, car au fond, dans tous ces remèdes paysans, il y a une logique puissante. Prendre soin de soi avec ce qu'on a, inventer des solutions, rire un peu, accepter que parfois ça ne marche pas, mais qu'au moins on a essayé. Et souvent, l'effet placebo est aussi précieux que le meilleur remède. Vous terminez la journée avec Jehanne, assis sur une pierre chauffée par le soleil. Il vous tend une infusion fumante, ortie, sureau et un soupçon de bière. Pour les douleurs qui s'installent, dit-il avec un clin d'œil. Vous buvez. C'est amer, piquant et réconfortant, il ajoute. La douleur, faut pas la laisser seule trop longtemps. Faut lui parler. Sinon, elle croit qu'elle a gagné. Et vous trouvez que, quelque part, il a raison. Le ciel est gris aujourd'hui. Pas le gris tragique des jours de tempête, non. Un gris doux, flou, presque réconfortant. Le genre de lumière qui vous donne envie de ne rien faire, si ce n'est vous asseoir près du feu, une tasse tiède entre les mains, et écouter rien. Et c'est là que vous découvrez un secret que peu de traités médicaux médiévaux mentionnent. Parfois, on ne soigne pas la douleur. On la distrait. Vous êtes accueilli chez Isabeau, une femme d'un certain âge, à la voix douce
et au regard pétillant. Elle n'est ni guérisseuse, ni noble, ni sage-femme. Mais tout le monde vient chez elle quand le corps crie un peu trop fort. Pourquoi? Parce qu'elle connaît l'art subtil du soulagement par les sens. Dans son humble logis, une pièce sent le romarin, une autre la cire d'abeille. Un chat dort sur un coussin. Un luth est posé contre un mur. Elle vous explique, tranquillement, qu'il y a des douleurs qu'on n'éteint pas, mais qu'on peut, parfois, faire taire en les recouvrant de bruits doux, de parfums légers, de gestes lents. Elle vous montre un mélange étrange dans une coupe, pétales de rose, clous de girofle, écorce d'orange séchée. Elle l'appelle son nuage d'oubli. Elle le fait chauffer doucement dans une petite marmite et la pièce se remplit d'un arôme chaud et enveloppant. Votre esprit ralentit, votre respiration aussi. Les historiens se disputent encore pour savoir si ces pratiques relèvent de la médecine ou de l'art de vivre. Mais les preuves sont là. Les gens en sortent apaisés, un peu moins courbés, un peu plus ouverts, et dans un monde où le moindre faux mouvement pouvait vous clouer au sol pour des semaines. Cette légèreté était précieuse. Isabeau vous parle aussi de musique, pas les chants de taverne, ni les psaumes rigides des monastères. Non, des mélodies lentes, circulaires, qu'on répète jusqu'à ce que l'esprit glisse ailleurs. Elle vous fait écouter un vieux chant occitan joué sur une flûte taillée dans un os de chèvre. Étrangement, vous sentez vos épaules se relâcher. Elle évoque une tradition oubliée, le chant du membre malade. On composait une phrase musicale pour chaque douleur, une pour le cou raide, une pour les reins endoloris, une autre pour les pieds fatigués. On les chantait en boucle, seul ou à plusieurs, comme si le corps avait besoin de sa propre berceuse. Une anecdote étrange. Un homme connu pour ses migraines hurlantes aurait un jour trouvé le soulagement complet en s'allongeant dans un champ de lin, la tête tournée vers le vent du sud, tout en fredonnant une chanson à propos d'un âne amoureux d'une baratte. C'est absurde. Et pourtant, il aurait vécu sans douleur pendant 6 mois. Isabeau vous montre aussi ses objets de confort, des pierres polies à caresser, des tissus tissés d'ortie et de laine, pour faire vibrer la peau, pas pour la réchauffer. Une cloche de bronze au son grave qu'elle fait retentir au crépuscule, et un livre qu'elle ne lit jamais, mais qu'elle ouvre tous les soirs, juste pour l'odeur du papier ancien. Les enfants aiment venir ici. Ils s'y couchent au sol, jouent avec des poupées rembourrées de lavande, écoutent Isabeau leur raconter des histoires où rien ne se passe, où les héros font la sieste et où la fin arrive comme un soupir. Vous aussi, vous commencez à comprendre les faits. Elle parle même de la chaleur, pas seulement comme traitement, mais comme langage. Une couverture sur les genoux, une brique chaude contre la poitrine, un bol de soupe brûlant tenu sans boire. Elle dit que c'est dire à son corps qu'on est encore là, même quand il fait mal. Vous lui demandez si elle croit à tout cela. Elle rit. Croire n'a rien à voir là-dedans. Ressentir, oui. Et vous repensez à tout ce que vous avez vu jusqu'ici. Les saignées, les prières, les pommades, les herbes, les chansons. Et maintenant, cette maison silencieuse où rien n'est soigné, mais où tant de douleurs se calment. Un chat saute sur vos genoux. Vous le caressez. Il ronronne. Isabeau vous dit « Lui aussi, c'est un médicament. Il ne guérit rien, mais il efface un peu. » Vous souriez. C'est vrai. Ce ronronnement est une musique ancienne. En sortant, vous remarquez que votre dos tire un peu moins, ou que vous y pensez moins, ce qui, finalement, revient au même. Le vent souffle doucement. Vous fredonnez sans y penser une mélodie que vous avez entendue à l'intérieur. Et vous vous dites, dans un monde où guérir est souvent un luxe, le pouvoir de l'oubli bienveillant est peut-être le plus précieux des soins. Ce soir, le village est calme, trop calme. Même les grenouilles semblent avoir oublié de coasser, comme si l'air lui-même s'était mis à chuchoter. Vous sentez une drôle d'ambiance, une lenteur particulière,
celle des jours où quelqu'un s'en va. Pas dans les bois, pas à la ville, mais plus loin encore. Une vieille femme, Alix, est mourante. Elle vit dans une petite cabane à l'orée des champs, entourée de vignes sauvages et de souvenirs. Elle ne souffre pas d'une blessure visible, ni d'une maladie violente. Non, c'est une douleur insidieuse, lente, ancienne, comme si chaque articulation avait décidé de se replier sur elle-même en signe de reddition. Et dans ce monde sans morphine, sans hospice, sans fin douce médicalement assistée, que fait-on quand on ne peut plus vraiment soulager? On accompagne. Vous entrez dans sa maison. Il fait chaud, il sent la sauge et le linge roussi. Alix est couchée sur une paillasse propre, entourée de coussins dépareillés. Elle respire avec difficulté, mais elle garde les yeux ouverts. Autour d'elle, quelques femmes parlent bas, trient des herbes, chantent doucement. Elles ne tentent pas de la soigner. Elles tentent de lui offrir une sortie calme. C'est une pratique médiévale étonnamment tendre. Quand la douleur devient irréversible, on cesse les gestes intrusifs. On passe à autre chose. À la parole, au toucher, à l'oubli lent. On récite des prières lentes, on raconte des histoires, parfois même on rit, doucement bien sûr. Mais on rit, parce que le silence total serait pire. Les historiens se disputent encore pour savoir si cette forme d'accompagnement était systématique ou réservée aux personnes aimées, respectées, utiles au village. Certains pensent que les plus isolés mouraient seuls, sans mots, sans mains pour tenir la leur. Mais ici, ce soir, Alix est bien entourée. Une femme lui frictionne les pieds avec une huile chaude faite de millepertuis et de cendres tamisées. On dit que ça chasse les douleurs plantaires. Mais à ce stade, ce n'est pas l'efficacité qui compte. C'est la sensation, la présence. On lui glisse un coussin d'herbe sous la nuque, on réajuste sa couverture. Quelqu'un lui murmure une légende ancienne, celle d'un cheval à 6 pattes qui emmenait les âmes endolories au-delà des collines. Elle sourit, faiblement. Vous remarquez que ses mains ne tremblent plus. Peut-être que la douleur a compris qu'elle ne gagnerait pas. Un homme apporte une fiole de liqueur d'angélique. Elle boit une gorgée, grimace, ferme les yeux. « C'est fort, dit-elle, mais doux, comme la faim. » Une anecdote vient à l'esprit de l'assemblée. Un vieil homme, autrefois, aurait demandé à être enterré avec son oreiller rempli de lavande. Non pas pour l'odeur, mais parce qu'il voulait rêver encore un peu, de l'autre côté. Alix écoute. Puis, dans un souffle, répond « Prenez le mien, je n'en aurai plus besoin. » Il n'y a pas d'euthanasie, pas de pompe à analgésique. Mais il y a cette forme rare de soin, faire que la douleur ne soit pas seule, l'entourer de gestes, de chants, de souvenirs, lui dire qu'on l'a entendu et qu'elle peut partir. Un chat entre dans la pièce, s'installe à ses pieds. Personne ne le chasse. Il ronronne. Et c'est comme une ponctuation douce au poème de cette fin de vie. Quand Alix ferme les yeux pour de bon, il n'y a pas de cri, juste un long silence. Puis, lentement, on couvre son corps, on ouvre une fenêtre, on murmure un dernier remerciement. Pas pour elle, pour sa douleur, qui, enfin, s'est tue. Vous sortez dans la nuit, un peu changé. Parce que vous comprenez maintenant qu'au-delà des pommades et des décoctions, au-delà des cris, des arrachages de dents, des membres bandés à l'aveugle, la chose la plus importante qu'on pouvait faire, c'était d'accompagner, être là. Et peut-être que c'est encore vrai, aujourd'hui. Et maintenant, doucement, vous vous allongez. Vous laissez le monde médiéval s'éloigner. Plus de cloques, plus de cloches, plus de cataplasmes à base de chou rance. Juste vous, votre respiration et l'écho lointain d'un chant de guérisseuse. La douleur, qu'elle soit physique ou autre, n'est jamais simple. Et pourtant, elle peut être apprivoisée. Par la chaleur d'un feu, par le frottement d'un tissu rêche, par le sourire d'un voisin muet. On n'a pas toujours besoin de comprendre la douleur pour lui parler doucement.
Fermez les yeux. Imaginez le vent dans les branches d'un vieux chêne, le pas lent d'un cheval au petit matin, la voix basse d'un ancien qui vous raconte comment il a survécu à une chute de meule. Ce monde-là est fini, mais il murmure encore dans le vôtre. Laissez les images s'estomper. Laissez la lourdeur de vos paupières vous tirer vers ce sommeil bienvenu. Vous êtes en sécurité. Vous êtes entouré. Et cette nuit, même les douleurs se reposent un peu. Fin du script. Faites de beaux rêves.